Munich, en novembre. Les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre du petit appartement de Léa à Schwabing. Léa Dubois, 28 ans, responsable marketing dans une agence de taille moyenne, faisait défiler son Instagram, s'ennuyant, lorsqu'une demande de message la fit s'arrêter. Gabriel Marchand. Le profil montrait un homme séduisant d'une trentaine d'années, cheveux blonds foncés, barbe bien entretenue, sourire confiant. Les photos le montraient à des conférences tech à Berlin, sur un yacht à Monaco devant sa Tesla. Sa biographie était impressionnante. CEO d'Innovate Tech Solutions, investisseur providentiel, angel investor. La transformation numérique n'est pas l'avenir, c'est le présent. Léa, votre contenu sur le branding durable est brillant, écrivit-il. Il est rare de voir quelqu'un qui comprenne aussi bien l'équilibre entre profit et raison d'être. Auriez-vous envie d'un café? J'investis actuellement dans une start-up dans le domaine du marketing et votre perspective pourrait m'être utile. Ce n'était pas la première fois que Léa était contactée via les réseaux sociaux, mais il y avait quelque chose de différent dans le message de Gabriel. Professionnel, respectueux, sans drague maladroite. Elle examina son profil de plus près. 15 000 abonnés, photos avec des entrepreneurs reconnaissables, publications sur l'IA et la numérisation. Cela semblait légitime. « Un café me va bien », répondit-elle. « Quand cela vous arrange-t-il » La réponse vint en quelques minutes. « Demain, 15 heures, café Luitpold, je vous promets que cela en vaudra la peine. » Le lendemain, Gabriel arriva à l'heure. Il était encore mieux que sur les photos, portait un costume sur mesure sans cravate, sentait le parfum cher. Son attitude était charmante sans être envahissante, intéressée sans être inquisitrice. Ils parlèrent d'affaires, de leur carrière, de leurs rêves. Gabriel raconta son entreprise, comment il avait vendu sa première start-up à 25 ans et comment il soutenait maintenant de jeunes entreprises. « L'argent n'est qu'un outil, dit-il. Ce qui me motive, c'est d'aider les gens à atteindre leur potentiel. » Léa parla de son travail, de sa frustration face aux structures conservatrices de son agence, de son rêve de se lancer un jour à son compte. Gabriel écouta, vraiment écouta, posa des questions pertinentes, prit des notes sur son iPad. « Vous ne devriez pas rêver, Léa, dit-il sérieusement. Vous devriez agir. Les gens avec votre talent se gâchent dans des emplois salariés. » Un café se transforma en 3 heures. Lorsqu'ils se dirent au revoir, Léa ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Excitation, inspiration, peut-être le début de quelque chose de spécial. Dans les semaines qui suivirent, ils se rencontrèrent régulièrement. Dîners d'affaires qui se transformèrent en conversations personnelles. Promenade dans le jardin anglais, où Gabriel parla de son divorce, de sa solitude dans le succès. « Savez-vous ce qui est le plus difficile ?» dit-il un soir. « Savoir que la plupart des gens ne vous veulent que pour votre argent. Avec vous, c'est différent, Léa. Vous me voyez. » Léa sentit qu'elle tombait amoureuse. Gabriel était tout ce qu'elle avait toujours désiré. Réussi mais vulnérable, fort mais sensible, ambitieux mais pas impitoyable. 4 semaines plus tard, ils s'embrassèrent pour la première fois sous le ciel étoilé sur sa terrasse de toit à Bogenhausen. La ville s'étendait sous eux comme une mer de lumière. « Je veux que tu fasses partie de ma vie, » murmura Gabriel. « Pas seulement en privé, professionnellement. Je vois tellement de potentiel en toi. » 2 jours plus tard, il lui fit une offre. « Je lance une nouvelle société de marketing spécialisée dans les start-up tech. Je veux que tu en sois la COO. 8 000 € de salaire mensuel, 10% des parts de l'entreprise. Nous allons construire cela ensemble. » Léa était submergée. C'était l'opportunité de sa vie. Son amie Chloé était plus sceptique. « Léa, tu ne le connais que depuis 2 mois. Et tu veux abandonner ton emploi sûr ?»« Chloé, c'est Gabriel Marchand. Ce n'est pas n'importe qui. Regarde son portfolio. » « Je l'ai fait, » dit Chloé prudemment. « Et honnêtement, je ne trouve pas grand-chose sur son entreprise. Pas de mention légale, pas de vraie référence. » « C'est normal dans le monde des start-up, » le défendit Léa.
Tout le monde n'a pas besoin d'une énorme présence en ligne. Elle démissionna. Ses patrons essayèrent de la retenir, mais la décision de Léa était prise. Gabriel célébra avec elle. Champagne cher, plan pour l'avenir. « Tu as fait le pas le plus important, » dit-il. « Tu as cru en nous. » Ce que Léa ignorait, l'entreprise n'existait que sur le papier. Les bureaux que Gabriel lui montrait étaient des espaces de coworking loués pour une journée. Les contrats qu'elle signait n'avaient aucune valeur légale. Et Gabriel Marchand n'était pas l'homme qu'elle croyait. Le compte à rebours de son cauchemar venait de commencer. Le premier jour de travail chez Innovate Tech Solutions devait être un lundi de décembre. Léa se réveilla nerveuse, enfila son meilleur tailleur, vérifia ses documents 3 fois. Gabriel avait dit que l'équipe était petite, mais hautement qualifiée. « Nous commençons léger », avait-il expliqué. À 8h30, elle se tenait devant l'adresse indiquée à Max Vorstadt, un immeuble de bureau moderne, façade en verre, élégant. Mais lorsqu'elle sonna, personne ne répondit. Elle essaya d'appeler Gabriel. Messagerie vocale. Au bout de 20 minutes, un message arriva. « Léa, désolé. Changement de dernière minute. Retrouvons-nous chez moi. Discutons de la stratégie, tranquillement d'abord. Adresse à suivre. » Son appartement à Bogenhausen était impressionnant. Décoration minimaliste, meubles de designer, un mur rempli de livres sur les affaires et la psychologie. Mais aucun autre membre de l'équipe n'était là. « Où sont les autres ?» demanda Léa. « À distance aujourd'hui, » dit Gabriel légèrement. « Viens, assieds-toi. Café ?» Ils travaillèrent sur leurs ordinateurs portables. Gabriel à côté d'elle, sa main occasionnellement sur son épaule, sa nuque. Cela ressemblait moins à une journée de travail qu'à... Elle ne savait pas quoi. « Gabriel, quand aurai-je accès au système de l'entreprise? Email, CRM, comptabilité ?»« Bientôt, dit-il. Tout est en cours. Problème informatique. Tu sais ce que c'est. » La semaine passa. Pas de bureau, pas d'équipe, pas de clients. Seulement Gabriel et elle, dans son appartement avec des plans vagues et des présentations PowerPoint qui ne menaient nulle part. « Quand verrai-je réellement mon contrat ?» demanda Léa le vendredi. « Et quand arrive le premier salaire ?» Le visage de Gabriel s'assombrit légèrement. « Léa, nous en avons parlé. Le premier paiement arrive à la fin du mois. Et le contrat est chez l'avocat pour examen. J'ai démissionné de mon travail, Gabriel. J'ai besoin de sécurité financière. » Il s'approcha, lui prit les mains. « Et tu ne me fais pas confiance? Je t'ai promis 8 000 €, tu les auras. Mais les startups ont besoin de flexibilité. Si tu commences déjà à microgérer... » « Je ne gère pas, » protesta Léa. « Je demande juste des choses normales. »« Des choses normales, » répéta-t-il, sa voix maintenant froide. « Léa, les gens normaux travaillent dans des emplois normaux, avec des salaires normaux. Tu voulais être extraordinaire. Mais peut-être que je me suis trompé sur toi. » Les mots frappèrent comme des coups. « Non, Gabriel, je te fais confiance. C'est juste que... » « Juste quoi? Tu doutes. Comme tout le monde. Je pensais que tu étais différente. » Il se détourna. La déception dans son langage corporel était évidente. Léa sentit la panique monter. Elle avait abandonné son travail, avait cru en lui, et maintenant... « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je suis juste stressée. » Gabriel se retourna, son visage redevint doux. « Je sais, chérie. Viens ici. » Il l'étreignit fermement. « Nous allons nous en sortir ensemble. Mais tu dois me faire confiance, complètement. » Dans les semaines qui suivirent, Gabriel établit de nouvelles règles. Il avait besoin d'accéder à son ordinateur portable pour des projets communs. Il voulait qu'elle partage ses contacts LinkedIn pour le développement commercial. Il suggéra qu'ils emménagent ensemble pour travailler plus efficacement. Chloé et Manon, les amis les plus proches de Léa, remarquèrent le changement. « Tu ne réponds presque plus, » dit Chloé lors d'une rare rencontre au café. « Et tu as l'air fatigué. »« Je travaille beaucoup, » dit Léa sur la défensive. « La vie de start-up est juste stressante. »« Léa, » Manon se pencha en avant. « Montre-nous cette entreprise. Site web, plan d'affaires, n'importe quoi. C'est confidentiel. Nous sommes tes amis. Et Gabriel est mon partenaire, en affaires et en privé.
Vous n'avez pas à lui faire confiance, mais vous devriez me faire confiance. Les amis échangèrent des regards inquiets. Nous te faisons confiance, dit Chloé doucement, mais nous ne lui faisons pas confiance. Quand Léa en parla à Gabriel, il explosa. Tes amies sont jalouses. Elles ne supportent pas que tu réussisses. De telles personnes te tirent vers le bas, Léa. Tu dois choisir, elle ou moi. Ce n'était pas un vrai choix. Gabriel était son avenir, sa carrière, son amour. Ses amis, elle comprendrait. Un jour, Léa commença à ignorer les appels, à annuler les rendez-vous. Gabriel était satisfait. Tu vois, nous n'avons besoin de personne d'autre que nous. Fin décembre, 6 semaines après sa démission, Léa n'avait pas vu de salaire, n'avait pas signé de contrat et n'avait rencontré aucun client. Mais elle avait quitté son appartement et emménagé chez Gabriel. Elle avait aliéné ses amis. Elle avait puisé dans ses économies pour payer le loyer et les factures. Et elle avait commencé à douter, pas de Gabriel, d'elle-même. Peut-être que je ne suis tout simplement pas assez bonne pour ce monde, dit-elle un soir. Gabriel sourit, lui caressa les cheveux. Enfin, tu commences à comprendre, mais ne t'inquiète pas. Je vais t'enseigner, je vais te modeler, tu deviendras ce que je ferai de toi. Cette nuit-là, Léa ne put dormir. Gabriel ronflait doucement à côté d'elle. Elle fixa le plafond et se demanda comment en était-elle arrivée là. Janvier fut froid et impitoyable. Les économies de Léa fondirent comme neige au soleil. Sa carte de crédit était à la limite. Gabriel continuait de la faire attendre. La semaine prochaine, je le jure, l'investisseur transfère. Mais aucun argent n'arriva. Au lieu de cela, de nouvelles exigences arrivèrent. Léa, j'ai besoin de 3 000 €. Urgent. Le serveur pour notre plateforme doit être payé. Gabriel, je n'ai plus d'argent. Alors emprunte-le, à ta famille. C'est pour nous, pour notre avenir. Léa appela son père, un professeur à la retraite à Lyon. Papa, j'ai besoin d'argent. 3 000 €. C'est important. Son père resta silencieux. Puis, Léa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais un bon travail. J'ai créé une entreprise, avec mon partenaire. Les choses sont juste lentes en ce moment. Quel partenaire? L'homme dont Chloé m'a parlé? Léa déglutit. Chloé n'avait pas le droit. Elle s'inquiète. Nous nous inquiétons tous. Rentre à la maison, Léa, immédiatement. J'ai 28 ans, papa. Je ne vais pas rentrer en courant. Alors, je ne t'enverrai pas d'argent. Elle raccrocha, les larmes de frustration aux yeux. Gabriel la regardait avec un visage impénétrable. Ta famille ne te soutient pas, constata-t-il. Exactement comme je l'ai dit. Ils veulent te garder petite. Il s'approcha, sa voix maintenant plus douce. Mais j'ai une solution. Je connais quelqu'un qui accorde des prêts, privés, sans bureaucratie. Gabriel, je ne peux pas prendre de prêt. Je n'ai pas de revenus. Tu m'as moi, dit-il. Je me porte garant pour toi. Le prêteur était un homme nommé Victor, avec un visage dur et des yeux froids. Ils se rencontrèrent dans un café à Gissing. Victor fit glisser un contrat sur la table. 5 000 €, 20% d'intérêt par mois. C'est de l'usure, murmura Léa. C'est des affaires, corrigea Victor. Gabriel posa sa main sur la sienne. Signe, je rembourserai dès que l'investisseur aura transféré. Léa signa d'une main tremblante. L'argent coula immédiatement vers Gabriel. Il dit qu'il payait des serveurs, du marketing, des frais juridiques. Léa ne vit jamais de reçu. 2 semaines plus tard, Victor revint. 1 000 €, première tranche, maintenant. Léa avait 200 € sur son compte. Je ne peux pas. Le visage de Victor resta inexpressif. Alors nous avons un problème. Gabriel intervint. Victor, mon ami, donne-nous encore 1 semaine, juste une. D'accord, 1 semaine, mais alors je veux 2 000, plus un supplément pour ma patience. Quand Victor partit, Léa s'effondra. Gabriel, qu'allons-nous faire? Il regarda par la fenêtre. Tu pourrais aller travailler. Travailler? Où? Je n'ai pas de... Il y a toujours des possibilités, dit-il froidement.
Si tu le veux vraiment. Sa signification était claire. Léa sentit la nausée monter. Tu ne veux pas dire. Je ne veux rien dire. Je dis juste, tu as une dette, tu dois la payer. Comment? C'est ta décision. Cette nuit-là, Léa s'enfuit dans la salle de bain et pleura silencieusement. Elle vérifia son téléphone. 47 appels manqués de Chloé et Manon au cours des dernières semaines. 23 messages. Elle n'avait répondu à aucun. Avec des doigts tremblants, elle tapa « Aide, s'il vous plaît ». La réponse vint immédiatement. « Adresse, maintenant ». 1 heure plus tard, on sonna. Gabriel ouvrit la porte. Chloé et Manon se tenaient là, leurs visages fermés. « Où est Léa ?»« Elle dort », dit Gabriel froidement. « Et vous devriez partir. »« Nous n'allons nulle part », dit Manon, et se glissa devant lui. Elles trouvèrent Léa dans la chambre, recroquevillée, l'ombre d'elle-même. Elle avait perdu 10 kilos, des cernes sombres sous les yeux. « Mon Dieu !» murmura Chloé. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Rien !» dit Léa automatiquement. « Je suis juste fatiguée. »« Tu viens avec nous » dit Manon. « Maintenant !» Gabrielle apparut dans l'embrasure de la porte. « Elle ne va nulle part, elle a des obligations. Envers moi. » « Quelles obligations ?» demanda Chloé sèchement. « Où est son contrat de travail? Où est son salaire? Cela ne vous regarde pas. Léa !» Manon s'agenouilla devant son amie. « Tu dois nous faire confiance, s'il te plaît. » Léa regarda ses amis puis Gabriel. Il la regardait avec ce regard qui disait « Si tu pars maintenant, tout est fini. Je te détruirai. » Mais la main de Chloé était chaude dans la sienne, les yeux de Manon pleins de larmes et d'amour. « Je viens avec vous, » murmura Léa. Gabriel rit froidement. « Tu fais une erreur. Tu dois 5 000 € à Victor. Plus les intérêts. Tu crois qu'il te laissera partir comme ça ?» Chloé se leva, le confronta. « C'est du chantage. C'est un contrat de prêt, légal et contraignant. Demande-lui. » Il désigna Léa. Elle a signé. Léa sentit le monde tourner. « Vous ne comprenez pas. J'ai des dettes, de vraies dettes. »« Alors nous allons à la police, » dit Manon. « Et dire quoi ?» rit Gabriel. « Qu'une femme adulte a pris de stupides décisions financières? Bonne chance. » Mais les amis ne lâchèrent rien. Elles emballèrent les affaires de Léa, ignorèrent les protestations de Gabriel, la conduisirent hors de l'appartement. Dans la voiture, Léa s'effondra finalement. Toute l'histoire jaillit. La fausse entreprise, les promesses vides, le prêt, Victor, tout. « Nous devons aller à la police, » dit Chloé résolument et conduisit directement au poste le plus proche. Le commissaire principal Lucas Moreau, 35 ans, brigade des fraudes de Munich, avait entendu de nombreuses histoires. Mais lorsque Léa Dubois s'assit devant lui, pâle et tremblante, et raconta son histoire, il sentit. C'était plus grand qu'une simple escroquerie relationnelle. « Montrez-moi tout, » dit-il. « Messageuse, contrat, virement. » Léa ouvrit son téléphone. Les historiques de chat avec Gabriel étaient accablants. Déclarations d'amour mélangées à des menaces subtiles. Promesses financières qui n'avaient jamais été tenues. Le contrat de prêt avec Victor. « Ce taux d'intérêt est illégal, » dit Moreau immédiatement. « C'est de l'usure. Le contrat est nul. Mais j'ai signé sous la contrainte et de fausses prémices. Cela ne compte pas. » Il commença à enquêter. Gabriel Marchand. Le nom n'apparaissait dans aucun registre des entreprises. Innovate Tech Solutions n'existait pas. L'adresse que Léa avait donnée comme siège social était un espace de coworking. Mais Gabriel Marchand, la personne, existait. Né à Paris, 34 ans. Et il avait des antécédents. Moreau appela ses collègues à Paris. « Qu'avez-vous sur Gabriel Marchand ?»« Oh, nous le connaissons », fut la réponse. 3 plaintes pour fraude au cours des 5 dernières années. Jamais assez de preuves pour des poursuites. Toujours le même schéma. Femme, fausse promesse d'affaires, exploitation financière. Nom des victimes. Un instant. Sophie Petit, Marseille 2019. Émilie Bernard, Lyon 2020. Caroline Rousseau, Paris 2022. Moreau se pencha en arrière. C'était un délinquant en série.
Envoyez-moi les dossiers. Tous. Pendant que Moreau enquêtait, Léa se cachait chez Chloé. Mais Gabriel ne lâchait rien. Des messages bombardèrent son téléphone. « Léa, chérie, s'il te plaît, parle-moi. Tu fais une erreur. Nous pouvons arranger ça. Victor n'attendra pas. Il connaît l'adresse de Chloé. » Le dernier message glaça le sang de Léa. Comment savait-il où Chloé habitait? Moreau installa des mesures de sécurité. Des voitures de patrouille passaient régulièrement devant l'appartement de Chloé. Il avertit officiellement Victor qu'il était surveillé. Puis, le vrai travail commença. Trouver les autres victimes. Sophie Petit, 31 ans, de Marseille. Au téléphone, elle était d'abord hésitante. « Où avez-vous eu mon numéro ?»« Police de Munich, il s'agit de Gabriel Marchand. » Une longue pause. Puis, qu'a-t-il fait maintenant? Son histoire était étrangement similaire. Gabriel s'était fait passer pour un investisseur immobilier. Il avait persuadé Sophie de vendre son appartement et d'investir avec lui dans un projet commun. Elle avait perdu 80 000 €. L'appartement était parti, Gabriel aussi. « J'ai porté plainte », dit Sophie amèrement. « Rien ne s'est passé. La police a dit que j'avais investi volontairement. » « Cette fois, ce sera différent, » promit Moreau. Émilie Bernard, 29 ans, de Lyon. Elle s'effondra au téléphone. Je pensais que j'étais la seule idiote à être tombée dans le panneau. Gabriel s'était fait passer pour un marchand d'art. Il l'avait persuadé d'investir ses économies dans des tableaux exclusifs. Les tableaux étaient des contrefaçons. 45 000 € envolés. Vous a-t-il aussi isolé de vos amis et de votre famille? Oui, murmura Émilie. Il disait toujours que seul lui me comprendrait. Tous les autres étaient jaloux. Caroline Rousseau, 26 ans, de Paris. La plus jeune. Elle n'avait connu Gabriel que 6 mois, mais les dommages étaient immenses. Il l'avait persuadée de contracter des prêts pour lui. Elle avait maintenant 30 000 € de dettes. J'ai essayé de me suicider, dit Caroline doucement. L'automne dernier, ma sœur m'a trouvé. Moreau sentit la colère monter en lui. 4 femmes, 4 vies détruites, et ce n'étaient que celles qu'il avait trouvées jusqu'à présent. Il convoqua toutes les victimes à une réunion à Munich. Elles devaient témoigner ensemble. Dans la salle de conférence du quartier général de la police, les 4 femmes se faisaient face, étrangères, et pourtant liées par le même homme. Je suis Sophie, Marseille, 80 000 €. Émilie, Lyon, 45 000 €. Caroline, Paris, 30 000 €. Léa, Munich, 5 000 € et ma carrière. Elles commencèrent à parler. Les histoires étaient identiques dans leur essence, variées dans les détails. Le schéma de Gabriel était clair. Identifier des femmes vulnérables et qui réussissent. Créer une connexion romantique d'affaires, établir la confiance par le love bombing, isoler du réseau de soutien, créer une dépendance financière, extraire l'argent, disparaître. C'est un professionnel, dit Moreau. Mais maintenant, nous le tenons. Avec vos témoignages conjoints, nous pouvons l'arrêter. Où est-il? Demanda Léa. C'est, dit Moreau, la question. Gabriel Marchand avait disparu. Son appartement à Bogenhausen, vide, le contrat de location sous un faux nom. Son téléphone, éteint. Ses profils de réseaux sociaux, supprimés. Mais Moreau n'était pas inexpérimenté. Il avait travaillé avec des cyber-enquêteurs pour suivre la trace numérique de Gabriel. « Son Instagram a été supprimé », rapporta la technicienne Anna Schwartz. « Mais pas correctement. J'ai trouvé des données de cache. Ses abonnés, ses j'aime, ses emplacements. » Elle projeta une carte sur le mur. Des points rouges marquaient des endroits dans toute l'Europe. Il publie souvent depuis des hôtels de luxe, toujours sous des noms légèrement différents. Gabriel Marchand, Raphaël Marchand, Gabriel Martin. Il ne change que légèrement, murmura Moreau. Arrogant. Il y a un schéma, poursuivit Anna. Tous les 3 mois, il change de ville. Munich était de novembre à janvier. Avant cela, Berlin. Avant cela, Hambourg. Et où va-t-il maintenant? Anna zooma sur la carte. S'il poursuit son schéma, Vienne. Il a déjà commencé à interagir avec des comptes Instagram viennois.
Moreau sourit durement. Alors nous allons lui tendre un piège. Le plan était risqué. Il créerait un faux profil, une Française riche nouvellement arrivée à Vienne, exactement le profil de proie de Gabriel. Mais qui la jouerait? Moi, dit Léa immédiatement. Absolument pas, objecta Moreau. Trop dangereux. Il me connaît. S'il me voit en ligne, il se méfiera. Pas moi, dit une autre voix. Sophie Petit s'était levée. Je le ferai. Sophie, il m'a tout pris, dit-elle calmement. Maintenant, je le reprends. Ils créèrent le profil. Isabelle Fontaine, 32 ans, consultante en gestion, récemment installée à Vienne. Les photos étaient soigneusement mises en scène. Sophie en vêtements chers, devant des monuments viennois, dans des salons de première classe. « Rends-le authentique », instruisit Moreau. « Il est intelligent, il vérifiera. » Ils construisirent une identité numérique complète. LinkedIn avec plus de 200 contacts, tous des comptes de police. Site web d'entreprise. Référence. Puis ils attendirent. Cela prit 4 jours. Puis une demande de message sur Instagram. Raphaël Martin avait écrit. La photo de profil montrait Gabriel, légèrement modifié, barbe plus longue maintenant, cheveux coiffés différemment, mais indéniablement lui. Isabelle, bienvenue à Vienne. La ville peut être écrasante pour les nouveaux arrivants. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous montrer les meilleurs endroits... Sophie lut le message avec un sourire froid. Il a mordu à l'hameçon. Les jours suivants furent une performance parfaite. Sophie chatta avec Gabriel, jouant la femme d'affaires intéressée, légèrement naïve. Gabriel joua l'entrepreneur viennois mondain. « Rencontrons-nous » suggéra-t-il après une semaine. « Café central, samedi, 15h »« Parfait » répondit Sophie. Moreau prépara tout. Policiers en civil dans le café. Caméra de surveillance. Microphone. Sophie porterait un émetteur. « Si cela devient dangereux, tu dis « Je dois appeler mon frère », instruisit Moreau. C'est le signal d'intervention. Le samedi, Sophie était étonnamment calme. Elle portait une robe élégante, des bijoux discrets, un sac à main coûteux. Elle ressemblait exactement à la femme que Gabriel chassait. Dans le café, l'équipe était assise à différentes tables. Moreau en tant que touriste avec un appareil photo. 2 agents en couple. 3 autres à l'extérieur dans le van. 15h02. Gabriel arriva. Il ressemblait exactement aux photos. Sourire charmant, démarche assurée. Il serra Sophie dans ses bras comme une vieille amie. « Isabelle, vous êtes magnifique. »« Raphaël, enfin. » Ils s'assirent. Gabriel commanda du vin cher. Il était charmant, attentif, intéressé, exactement comme Léa l'avait décrit. « Parlez-moi de votre travail, » dit-il. Sophie joua son rôle à la perfection. Elle parla de clients fictifs, de succès, d'argent. Les yeux de Gabriel brillaient. « Vous savez, dit-il après 30 minutes, j'ai une opportunité d'investissement, très exclusive, seulement pour les gens qui comprennent vraiment comment bâtir une fortune. » « J'écoute, » dit Sophie. Gabriel se pencha en avant. « Il s'agit de start-up d'IA en Europe de l'Est. On parle d'un retour sur investissement de 300% en 18 mois. Ça a l'air trop beau pour être vrai. » « C'est ce que disent toutes les personnes intelligentes, » sourit Gabriel, « jusqu'à ce qu'elles voient le retour. Quel montant d'investissement? Minimum 50 000 €. Sophie fit semblant de réfléchir. « Je devrais vérifier mes finances. »« Bien sûr, » dit Gabriel, « mais rapidement. La levée de fonds se termine bientôt. » Puis, il se pencha encore plus près. Sa main toucha la sienne. « Et Isabelle, je dois dire, il ne s'agit pas seulement d'affaires. Depuis que j'ai vu votre profil, je ne peux pas arrêter de penser à vous. » Sophie se força à sourire. « Raphaël, je sais que c'est rapide. Mais quand on rencontre la bonne personne, » il essaya de l'embrasser. Sophie se retira. « Je dois appeler mon frère. » Ce fut le signal. Moreau et son équipe se déplacèrent simultanément. « Police! Gabriel Marchand! Vous êtes en état d'arrestation !» Le visage de Gabriel passa du charme au choc à la colère en quelques secondes. Il essaya de courir, mais les policiers bloquèrent toutes les issues. « C'est un malentendu !»
cria-t-il. « Vous avez le droit de garder le silence, dit Moreau en lui mettant les menottes. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. » Sophie se leva, ses mains tremblant maintenant que l'adrénaline retombait. Elle regarda Gabriel droit dans les yeux. « Tu te souviens de moi? Sophie Petit, Marseille, 80 000 €. Le visage de Gabriel devint pâle. « Et ceci, » Sophie désigna les policiers, « c'est pour toutes les femmes que tu as détruites. » Dans le véhicule de police, les menottes aux mains, Gabriel perdit finalement son masque. « Vous ne comprenez pas, » marmonna-t-il. « Elle le voulait, elle voulait le rêve. Je ne leur ai donné que ce qu'elle voulait. »« Tu ne leur as rien donné, » dit Moreau froidement. « Tu as pris. » Le procès contre Gabriel Marchand commença en avril, 4 mois après la fuite de Léa. La salle d'audience du palais de justice de Munich était bondée. Journalistes, curieux, soutien des victimes. Gabriel était assis entre ses avocats, en costume gris, l'air petit et insignifiant, sans son masque de charme. Le procureur avait monté un dossier solide, 4 plaignantes principales. Léa, Sophie, Émilie, Caroline. Mais l'enquête avait trouvé encore plus de victimes. Un total de 9 femmes sur 6 ans. Dommages totaux, plus de 300 000 €. Léa fut le premier témoin. Elle monta à la barre, la tête haute. Elle avait suivi une thérapie ces derniers mois, avait retrouvé sa force. « Mademoiselle Dubois, » commença le procureur, « racontez au tribunal comment vous avez rencontré Gabriel Marchand. » Léa prit une profonde inspiration et commença. Elle raconta tout. Le contact Instagram, les fausses promesses, l'isolement, la manipulation financière, Victor, la dette. Et pourquoi n'avez-vous pas contacté la police plus tôt? Parce que j'avais honte, dit Léa, sa voix ferme malgré les larmes. Parce que je pensais que j'avais été stupide. Parce qu'il m'avait appris que j'étais le problème, pas lui. L'avocat de Gabriel tenta de la contre-interroger. Mademoiselle Dubois, vous avez démissionné volontairement de votre emploi, n'est-ce pas? Sous de fausses prémices, oui. Et vous avez vécu volontairement avec Monsieur Marchand? Après qu'il m'ait systématiquement rendue dépendante. Mais personne ne vous a forcé, n'est-ce pas? Vous auriez pu partir à tout moment. Léa regarda Gabriel droit dans les yeux. Avez-vous déjà essayé d'échapper à quelque chose qui ressemble à des sables mouvants? Plus vous bougez, plus vous vous enfoncez. C'était ma vie avec lui. Après Léa vinrent les autres femmes. Chacune raconta son histoire. Chacune ajouta une autre couche à l'image d'un homme qui avait érigé la manipulation en forme d'art. Sophie parla de son appartement perdu, de la dépression qui s'ensuivit, des années qu'il lui fallut pour retrouver confiance en l'humanité. Émilie décrivit comment elle avait perdu sa famille, qui ne croyait pas qu'elle avait été escroquée. Caroline, la plus jeune, pleura tout au long de son témoignage. « J'avais 24 ans, sanglota-t-elle. Il était mon premier grand amour. Je pensais qu'il m'épouserait. Au lieu de cela, il m'a poussé à la ruine financière. » La psychologue légiste, le docteur Müller, analysa le schéma de Gabriel. Il présente les traits classiques d'un escroc narcissique. Manque d'empathie, besoin d'admiration, instrumentalisation des personnes. Il ne voit pas ses victimes comme des êtres humains, mais comme des ressources. Peut-il être guéri? Demanda la juge. Le pronostic est sombre. De tels troubles de la personnalité sont profondément enracinés. Sans thérapie intensive de plusieurs années et une véritable volonté de changer, non. Gabriel lui-même parla peu. Son avocat lui avait conseillé de garder le silence. Mais le dernier jour du procès, il demanda à faire une déclaration. « Votre honneur », commença-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Je tiens à m'excuser auprès de toutes les femmes que j'ai blessées. Je reconnais maintenant que mon comportement était répréhensible. J'étais poussé par l'insécurité, par la peur, par le besoin d'être aimé. » Léa éclata de rire. « Besoin d'être aimé? Tu ne nous as jamais aimés. Tu nous as utilisés. » Gabriel l'ignora. « Je demande au tribunal la clémence. Je suis prêt à payer la restitution, à suivre une thérapie, à changer.
La juge, une femme d'une 60aine d'années au regard sévère, étudia Gabriel longuement. « Monsieur Marchand, dit-elle finalement, le tribunal a entendu votre déclaration et les déclarations de 9 femmes dont vous avez systématiquement détruit la vie. Le tribunal a vu les preuves, les fausses identités, les fausses entreprises, les messages manipulateurs. Ce n'était pas une erreur, pas de l'insécurité. C'était une exploitation calculée et répétée. » Elle se pencha en avant. « Vous n'avez pas agi par amour, mais par cupidité. Vous n'avez pas manipulé par faiblesse, mais par malice. Et le tribunal est convaincu, vous le referiez si l'occasion se présentait. » Gabriel ouvrit la bouche, la referma. Le verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Escroquerie aggravée dans 9 cas, chantage, faux et usage de faux, fraude au crédit. Vous êtes condamné à 8 ans de prison sans liberté conditionnelle. Un soupir collectif de soulagement dans la salle d'audience. Léa éclata en sanglots, cette fois de soulagement. Sophie la serra fort dans ses bras. « De plus, poursuivit la juge, vous devez payer 280 000 € de restitution répartis entre toutes les victimes. À votre sortie de prison, vous serez sous surveillance policière pendant 5 ans et il vous sera interdit d'utiliser des applications de rencontres ou les réseaux sociaux. » Gabriel fut emmené. Alors qu'il passait devant les femmes, il tenta une fois de plus de parler. « Léa ?» Elle ne le regarda pas. Dehors, sur les marches du palais de justice, les femmes se rassemblèrent. 9 étrangères, unies par le traumatisme, maintenant connectées par la survie. « Que ferez-vous maintenant ?» demanda une journaliste. Léa répondit « Vivre, guérir et aider les autres. » 6 mois plus tard, Léa ouvrit une organisation à but non lucratif. Second Chance, aide aux victimes d'escroqueries amoureuses. Elle et les autres femmes organisèrent des ateliers, parlèrent dans des écoles, travaillèrent avec des applications de rencontres pour améliorer les mesures de sécurité. « J'ai perdu 6 mois de ma vie à cause de Gabriel, » dit Léa lors d'une conférence. « Mais je ne le laisserai pas voler le reste. Je suis plus forte maintenant, plus prudente, mais aussi plus compatissante. Je sais à quel point il est facile d'être manipulé. Et je veux que les autres sachent, ce n'est pas votre faute. Ce n'est jamais votre faute. » Elle montra une liste de signes avant-coureurs. Love bombing, trop vite, isolement des amis et de la famille, contrôle ou dépendance financière, situation de crise constante nécessitant de l'argent, manque de présence numérique ou identité multiple, pression pour des décisions rapides. Si vous voyez ces signes, dit-elle, fuyez. Demandez conseil à vos amis, faites confiance à votre instinct. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Dans le public se trouvaient Chloé et Manon, toutes deux pleurant de fierté. Leur amie, qu'elles avaient failli perdre, était de retour, plus forte que jamais. Après la conférence, une jeune femme s'approcha de Léa. « Je crois que je suis dans une situation similaire, » murmura-t-elle. « Il me promet le monde, mais ne fait que prendre. Que dois-je faire ?» Léa lui prit la main. « Premièrement, tu n'es pas seul. Deuxièmement, nous allons t'aider. Maintenant, dans un monde où l'amour peut commencer par un glissement de doigts, où les masques sont plus faciles à porter que jamais, la vigilance n'est pas du pessimisme, mais de l'autoprotection. L'histoire de Léa ne s'est pas terminée avec Gabriel.